Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans la libre antenne, cette antenne qui est à vous pour nous confier un peu de joie et de vos peines, un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et où nous nous répondons. Il est une certitude que nous éprouvons tous les jours, c'est que les vies des uns affectent celles des autres et que leurs relations s'expriment de manière inconsciente. Ce contact avec la vie, avec sa vie, a des conditions qui sont négatives et positives. Et c'est ce contact avec soi qui passe par le contact avec l'action, les proches, autrui. Ce qui demande à être dit, ce ne sont pas tant nos blessures personnelles, mais c'est surtout la relation à autrui que cette blessure affecte et qu'elle transforme. Alors, dans cette émission, nous tissons des liens, où nous tricotons un peu de nos vies, on se parle, expériences exceptionnelles et en apparence anodines, mais ce sont nos conversations au cœur de la nuit qui nous inspirent à chacun des commencements de pensée. Alors ce soir, pour se parler, se dire, appelez-nous au standard, au 39 21. Paul et Jeanne sont là pour vous y accueillir avec attention. Et notre Fifi est là aussi ce soir. Philippe Chartier, réalisateur et même gardien de cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant par votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant d'accueillir Serge à l'antenne, voilà, il y a une mamie qui veut célébrer avec nous la naissance d'Adrien. Adrien qui a vu le jour ce matin, qui est en super forme et qui nous souhaite beaucoup de bonheur. Je trouve ça super là qu'on reçoit comme ça un texto d'acte de naissance à l'antenne d'Europe 1. Voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir Sophie. Oui, voilà, je suis évidemment adepte de votre émission. Ouais. Et là, j'ai quelques questions. Je suis un peu, disons, impatient de poser quelques questions importantes par rapport à ma petite fille. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que je peux exposer Oui, bien sûr. Alors, voilà. Nous avions une petite fête dimanche de famille. Et tout se passait normalement. Et à la fin de la fête, ma petite fille, la plus jeune, qui a un peu plus de 7 ans, m'a retenu. Elle me dit, papi, j'ai quelque chose à te dire. Elle était très, très angoissée, très excitée. Et elle me dit, tu sais, j'ai peur de la mort, tout ça. Est-ce que tu vas mourir? Alors, elle a quel âge, Serge? Alors, elle a un peu plus de 7 ans. D'accord. J'ai appris après que son papy venait de mourir. Ses parents... C'est-à-dire son autre grand-père? Oui, son autre grand-père. Et vous le saviez? Côté de sa maman. D'accord. Vous le saviez pas? Parce que vous me dites que vous venez d'apprendre. Je ne le savais pas. Ah, d'accord. Je ne le savais pas, mais j'ai essayé de bien réagir, de dire ce qu'il fallait, voilà. Mais elle avait l'air très très angoissée quand même. Bah oui. Et puis elle m'a posé des questions en rafale. Oui. La mort, comment c'est? Est-ce qu'il fait noir? Et puis elle m'a parlé de suicider. C'était pas la première fois. C'est-à-dire C'était une amie. Qui s'est suicidée. Oui. Et ça, c'est ressorti dans les questions. Elle m'a envoyé des questions, mais un peu pêle-mêle. Oui. D'un coup, en étant très très angoissée. Donc, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais ses parents viennent de se séparer aussi. Il y a quelques mois de ça. Donc en fait, le jour où vous l'avez vu, vous étiez chez sa maman ou son fils? J'étais chez son papa. Son papa qui est votre fils, c'est ça? Vous êtes le grand-père paternel, d'accord. Sa maman a passé avec nous. Ils sont séparés depuis combien de temps, les parents? Oh, ça fait quelques mois. D'accord. Et vous saviez pas que le papa de la maman, donc le grand-père maternel, était décédé? Et non, je ne le savais pas. Et ça vient d'arriver, Oui, c'est très récent, en fait, effectivement, tout à fait. D'accord. Donc cette petite fille, elle est dans un moment difficile pour elle. Voilà. Hein, donc les parents viennent de se séparer depuis quelques mois et son grand-père maternel vient de décéder il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Oui, je peux le dire comme ça parce que malheureusement ça m'a pris énormément ces questions. Je vais vous dire la suite. Oui. Et je n'ai pas eu le temps de savoir exactement. Oui. Voilà. Dans ces questions, il y a eu quelque chose. Dans ces remarques, il y a eu quelque chose de très important aussi, disant. Elle me disait, je n'ai pas faim.
Je n'ai pas faim. Alors ça m'a paru très très curieux que ça se mélange avec ça. Mais il y avait des questions, c'était des questions un peu hétéroclites et surtout pour dire papy, je suis très angoissé. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez répondu, Serge? Alors je lui ai répondu. D'abord, je lui ai remercié de me le dire. Oui. Parce qu'elle m'a pris en aparté, elle a su le faire très très bien. C'est bien ça. Papy, viens, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. Elle a su me le dire, alors je lui ai remercié. Oui, vous avez bien fait. Ouais. Oui, je lui ai dit, c'est très très bien ça. Et puis... et de la remercier surtout, elle vous fait confiance. Vous voyez? Ah oui, tout à fait. J'étais angoissé, mais ça me rassurait énormément ça. Qu'elle sache s'exprimer d'abord et dire pratiquement tout ce qui l'a gêné. Oui. Vous voyez? Oui. Alors d'abord, je lui ai dit, toi tu es en bonne santé, tu ne vas pas mourir. Moi je ne vais pas mourir. Alors quel âge as-tu? Alors je lui ai donné mon âge. Ah oui, effectivement, tu es plus jeune que le papy qui vient de mourir. Bon, moi je lui ai dit, écoute, je ne vais pas mourir, on ne va pas tous mourir. Et puis tu sais, la mort c'est quelque chose de à la fois naturel, de terrible et naturel. Et puis tu sais, je vais te donner un petit remède. Dans ton cœur, tu vas dire à papy, je te mets papy dans mon cœur. Et elle a très très bien accepté ça. Alors elle me dit, oui, mais l'amour c'est plus fort que la mort, elle me dit. Alors, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ce que tu me dis, mais oui. Oui, elle comprend bien déjà la vie. Hein, voilà, elle a une maturité, mais c'est renversant. Ah oui, c'est renversant. Et est-ce que vos réponses, vous avez eu le sentiment que vos réponses l'avaient apaisé? Alors, ce que j'oublie de dire, parce que j'ai un peu sous l'effet de l'émotion, donc je lui ai dit, j'ai bien insisté sur dans son cœur, on fait vivre les gens, on peut leur parler, ils sont là, on peut les réchauffer. Et je lui ai dit d'ailleurs, moi ça je l'utilise. Et puis, ce que je lui ai dit d'important tout de suite, est-ce que tu veux qu'on en parle à papa? Parce que dans ses réflexions, elle me dit, et je ne peux pas aller au lit avec papa. Je ne peux pas le matin, je ne peux pas aller le voir. Bon, alors je lui dis, écoute, d'abord toutes ces questions, merci de me les avoir données, mais est-ce que tu veux qu'on en parle à papa? Elle me dit oui, mais je lui dis, mais tu lui en as pas parlé? Oui, mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais il va pas te gronder, papa. Donc ce que j'ai fait très très vite, j'ai profité elle m'a bien confirmé qu'elle voulait le lui dire, que c'était important. Donc je lui dis, écoute, tu restes là, je vais en parler à ton papa. Et tout s'est bien passé. J'en ai parlé à son père, on l'a fait venir et on a parlé un petit peu devant elle. Elle a pu poser des questions. Et elle a reposé les questions. Oui, papa, pourquoi tu veux pas que le matin je vienne au lit, te rejoindre au lit avec moi? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le avec papa? Toi. Et il lui dit, mais tu sais, je peux pas toujours, je peux pas toujours te recevoir au lit, quoi. Il lui a fait comprendre que la situation, en ce moment, c'était pas, ça pourrait pas toujours être comme ça. Mais ce qui est très très important, c'est qu'elle a accepté que je le lui demande, que j'en fasse part à son père de son angoisse, de ses questions. Et elle est venue, elle était très bien, elle était très stable. Et Serge, qu'est-ce qui vous inquiète alors ce soir? Alors moi, ce sont ces questions qui sont des questions quand même d'une petite fille sur des sujets graves. Je connais la situation. Donc j'ai dit, moi il faut que je communique avec quelqu'un qui sache me conseiller parce que je me pose des questions, si vous voulez. Alors lesquelles? Alors, est-ce que je peux en parler à ses grands-parents? Parce que les grands-parents du côté de sa maman, oui. Ils ont un lien très régulier et un très bon lien avec elle. Et pourquoi vous... oui, mais le grand-père est décédé, c'est ça? Il reste la grand-mère. Alors c'est l'arrière-grand-père, je regrette dans mon émotion. D'accord. Petite confusion. C'est l'arrière-grand-père alors. Oui, parce qu'elle me dit papy, mais en fait c'est son arrière-grand-père. Voilà. C'est le père du Et père pourquoi, de sa mère. attendez, servi un truc, pourquoi c'est important d'en parler avec les grands-parents maternels, comme si vous vous sentiez moins seul et que vous vouliez parler? Non, c'est pour savoir s'ils ont le même genre de réflexion. Alors, pour savoir s'ils ont le même genre de réflexion de la part de cette petite fille. Alors, elle est très ouverte et très abrupte. Pourquoi c'est important pour vous de savoir ça? Alors, ce qui est important, c'est pour savoir, d'abord, pour savoir si moi, je n'ai pas eu un écho, que personne n'a eu. Oui.
Hein? Et ça changerait quoi pour vous? Alors, ça change. C'est juste de l'information. Qu'on me confirme, oui, en ce moment, ceci, cela, elle me parle. Parce elle est très très bien avec l'autre papy. Et donc, je pense qu'ils sont droits aussi aux mêmes réflexions. Il n'y a pas de tabou. Elle leur en aura parlé. Et je voudrais savoir au moins si c'est un état un peu qui revient, si vous voulez, chez elle. Mais moi, ce qui m'interroge, vous voyez, dans ce que vous nous confiez, Serge, c'est votre questionnement à vous par rapport à ça. Pardon. Parce qu'à la fois, oui, non, attendez, c'est juste parce que les questions de cette petite fille sont les questions, tant mieux, enfin voilà, hyper normales et c'est très réconfortant de savoir que cette petite fille de 7 ans, dans la situation qu'elle vit, pose ces questions-là. Là, vous êtes d'accord, enfin, ça tombe sous le sens, c'est-à-dire elle a 7 ans, on va dire ce qu'on appelle l'âge de raison. C'est difficile à concevoir. Parce que pour vous, c'est difficile à concevoir. Si vous voulez, c'est arrivé C'est vous qui êtes bousculé, vous voyez ce que j'entends là? C'est vous qui êtes bousculé par les questions de cette petite fille qui pose les questions de son âge finalement, de l'âge auquel elle découvre des choses de la vie qui l'interrogent, parce que la vie, qu'est-ce qui se passe pour cette petite fille? La vie est en train de l'interroger, la vie l'interroge, ses parents se séparent, son grand-père meurt, et elle se tourne vers une figure, vous êtes une figure pour elle, une figure en plus paternelle, le père du père, donc d'autorité. Visiblement, elle a peur ou un peu des difficultés, ou c'est compliqué pour elle de s'ouvrir sur ces sujets-là à son père direct. Donc, elle va aller choisir le père de son père, qu'elle a identifié comme étant la figure qui va lui permettre de poser cette question essentielle pour elle. Il y a quelque chose pour la petite fille, là, d'excessivement fort et symbolique. Ce qui m'interroge, c'est votre questionnement qui dit, est-ce que les grands-parents de l'autre côté, comme si, est-ce que je suis plus ou moins important que les grands-parents? Voilà. Non, c'était, est-ce que je peux partager avec eux pour savoir si j'ai tout bien entendu, si ça se reproduit, et qu'est-ce qu'il faut faire après? Est-ce qu'il y a besoin d'une aide psychologique ou est-ce que c'est normal? C'est pour pouvoir mieux intervenir et surtout, si je vous pose cette question, vous allez me répondre, je ne veux pas faire de dégâts, je veux embêter personne. Donc je préférais vous poser la question, est-ce que je peux en parler aux grands-parents ou est-ce que je vais les affoler? Moi, je suis très touchée, Serge, par votre niveau de questionnement, par votre doute. C'est beau, je veux dire, voilà, vous vous questionnez parce que vous voulez faire du mieux, vous savez, le mieux possible, le mieux qu'on peut avec votre cœur. Voilà. Mais faire avec qui vous êtes, ce que vous êtes. Parce que là, vous voyez, en tournant avec votre questionnement, vous allez psychologiser, même si c'est pas un bon verbe français, la relation avec cette petite fille qui est une relation d'enfant, un questionnement, un étonnement sur la vie et sur la vie qu'elle est en train de vivre. Et que autant je suis psy et d'accord pour dire que bien sûr il faut des psys quand on est dans des souffrances importantes, des pathologies. Ce que vous avez l'air de me raconter, cette petite fille est très saine, elle est dans un questionnement, elle a besoin de vous en tant qu'adulte et en tant que figure pour être rassurée, pour comprendre de la vie ce que vous avez à lui dire. Elle sait, elle, que vous avez des réponses qu'elle n'a pas. Et c'est ça qu'elle attend de vous. De savoir, si vous, ça vous rassure d'échanger avec les autres grands-parents, et si vous avez un bon niveau de dialogue avec eux, pourquoi pas. Mais vous risquez, avec le risque, là, dans votre démarche, c'est d'introduire un biais dans une relation qu'elle vous confie à vous seul et sur une jolie relation que vous avez. En vous posant la question, oui, voilà. Moi, pour moi... si vous voulez, quand j'ai entendu parler de suicide, c'est revenu souvent. Mais quand elle parle de suicide, elle parle de qui? Elle parle de quoi? d'un fait divers qu'elle a entendu. Alors, est-ce que c'est dans ces relations qui l'interroge? C'est-à-dire, sous quelle forme? Est-ce que quelqu'un... Enfin, qu'est-ce que ça signifie de se donner la mort? Ou j'ai entendu... Comment elle en parle, cette petite fille? Littéralement, elle dit le terme de suicider. Et elle a un air très 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 angoissé, très très tendu. Je pense que Serge, vous voyez, l'important là dans le cas précis, c'est de dédramatiser. Comme vous le dites, elle est angoissée. Vous avez commencé à le faire. La mort, fait partie de la vie. Le suicide, si on s'en réfère même à Camus dans le mythe de Sisyphe, mais même que ce soit dans la littérature ou la philosophie, le suicide
suscite, c'est une liberté à un moment donné d'être face à la vie et à la mort qu'un être humain exerce. C'est une façon de le dédramatiser pour un enfant. Disons que ça fait partie de l'ordre des possibles et en même temps mettre des mots dessus aussi. C'est qu'à la fois violent, c'est triste, voilà. Mais lui, plus vous allez avoir un discours, on va dire normalisant entre guillemets. J'aime pas trop ce mot-là, mais je ne l'ai pas eu du tout. Oui, non, je peux en parler d'amour à l'inverse, uniquement. Non, voilà. Mais si je vous appelle, c'est pour savoir où est-ce que je peux mettre les pieds. Eh ben ça, dans l'amour, c'est parfait. Pour être, l'amour, vous pensez qu'il ne faut pas en parler non plus? Ben si. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous me demandez où mettre les pieds. Je lui dis, je vous dis dans l'amour, c'est parfait. Par rapport à l'alerte que j'ai eue, qui était très forte. Mais de parler de ça. La première fois qu'elle me parle de suicide. Oui. Je retiens ça et je ne peux pas manger. Je n'ai pas faim. Oui, mais Serge, plus vous allez, c'est ce que je suis en train de dire, plus vous allez en parler de façon normale et naturelle, comme quelque chose qui fait partie de la vie, plus vous allez rassurer cette petite fille. Plus, à l'inverse, plus vous allez y attacher vous-même votre propre angoisse, de bien répondre, d'être la bonne personne, plus vous risquez de l'angoisser elle. C'est votre angoisse à vous, là, qu'il faut traiter dans le cas présent et pas la sienne. Moi, je ne me suis pas comporté comme quelqu'un d'angoissé. Non, là, c'est parce qu'on parle entre nous. Non, mais Serge, que d'amour. Et je lui ai dit, tu me fais un petit poème et un dessin. Voilà. Serge, c'est parce que vous m'en parlez et qu'on est en train. C'est la première action que j'ai trouvée, si vous voulez. Et après, comme je veux être prudent, justement, je veux pas tomber dans un syndrome. Je vous pose la question, et je crois que vous m'avez très très bien expliqué, mais je suis pas dans cette situation. Oui, d'accord, j'entends. Mais c'était juste, voilà, pour vous montrer le biais dans lequel, en vous angoissant, tout à fait. Voilà. Mais je suis, voilà, faut pas tomber dans ce piège. Voilà, je trouve que votre doute est honnête, touchant et formidable, et celui d'un vrai grand-père qui s'inquiète de savoir si il est à la bonne place. En même temps, point trop d'infos non plus dans ce domaine-là, parce qu'après on se dit aïe aïe aïe. Je pense que plus vous allez être proche de vous, de vos valeurs, vous parlez de poèmes, vous parlez d'amour, vous parlez de vie, plus vous aurez face à votre petite fille la réponse adéquate pour elle. D'ailleurs, j'imagine, mais vous ne le dites pas, mais je voulais vous poser la question. Comment s'est terminé avec elle, voilà, ce moment? C'est-à-dire comment elle a été quand vous lui avez dit au revoir et que vous l'avez laissée? Qu'est-ce que vous avez senti chez elle? Je trouve que c'est une bonne question. C'était une bonne question parce que justement, je me suis dit, vous savez, les enfants, ils sont remarquables. Si vous voulez, elle voulait que je reste dormir, elle voulait que ceci. Et puis, on a parlé, le petit poème, tu me fais le dessin, il faut aller faire la douche. Elle est allée faire sa douche. Elle m'a dit, papy, elle m'a dit un mot très gentil, mais elle avait l'air d'avoir bien compris ce qui s'était passé, qu'elle était, je dis pas rassurée, c'est ça, elle avait bien compris qu'on avait bouclé la boucle. Donc, elle a accepté que je m'en aille. Je dis maintenant, il faut que je m'en aille. Elle a très très bien accepté et ça s'est très très bien passé. Et je lui dis, n'oublie pas le petit poème et le dessin. Bah super, parce qu'elle adore dessiner aussi. Donc moi je suis parti. Elle est très très solide en fait. Elle a été très fragile. Mais c'est déjà une petite mère. C'est solide, les enfants. Elle a une maturité mais énorme et elle a tout compris et donc ça s'est très très bien terminé. Écoutez, bravo Serge, et puis vous voyez, voilà, on a bouclé la boucle, mais soyez rassurés par rapport au grand-père que vous êtes, avec le cœur de grand-père que vous êtes. Oui, je crois que c'est normal. En fait, si vous voulez, je vous ai appelé. D'abord parce que c'est vrai que je pense que ça m'a secoué énormément. J'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et dans mes questions, ma question c'était comment est-ce que je peux être utile. Et je crois que vous m'avez bien je crois que vous l'êtes, Serge. Vous l'êtes définitivement. Rien qu'en étant le grand-père de cette petite fille. Bonne soirée, Serge. Merci de nous avoir appelés. Moi aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Et puis avant d'accueillir Laurent qui nous attend à l'antenne, Serge, un petit SMS de la part d'Ava à propos de votre petite fille. Ava qui vous dit c'est en vous qu'elle place une confiance privilégiée. L'important est qu'elle sache qu'elle peut revenir vers vous avec toute la confiance que vous lui permettez d'éprouver pour
pour vous. Et félicitations. Et puis un autre auditeur, voilà, qui dit de faire attention à ne pas analyser trop de détails dans ce que vous confie votre petite fille, mais de bien l'écouter et de donner un sens à ce que vous dit votre petite fille. Voilà. Laurent, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, déjà, je voulais remercier de m'avoir pris à l'antenne. Et je voulais témoigner de quelque chose dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup et dont j'ai été victime. Ce sont les pervers narcissiques. Ah, vous trouvez qu'on n'en parle pas beaucoup, Laurent ? Bah, pas moi. Je vous taquine, mais il y a quand même une couverture de l'Express cette semaine. On a régulièrement des magazines dessus. Donc voilà, non mais ça c'est juste pour plaisanter. Hein. Je vous écoute. Ce qui me fait appeler d'ailleurs. Voilà. J'ai vu ça sur un kiosque. J'ai pensé à vous. Voilà, je pouvais pas vous louper là-dessus quand vous dites qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je vous écoute, Laurent. Donc, parler déjà de mon expérience, puisque moi j'ai été victime d'une personne perverse narcissique. Je vous explique, j'ai fait partie d'une association l'été dernier. En fait, je vis en Bretagne. Et cette association s'occupait de sortir les personnes âgées et les handicapés surtout, qui n'avaient plus de vie, qui étaient complètement isolés de leur isolement. Donc, j'ai rencontré la présidente par hasard. Ouais. Et on a beaucoup sympathisé et comment vous dire, elle était devenue vraiment très proche. Jusqu'à un point où je me confiais vraiment à elle. Et voilà, donc j'étais devenu son protégé. Elle m'avait fait rentrer au conseil d'administration de son association. Et du jour au lendemain, en fait, elle a commencé à me donner des responsabilités. Et comment vous dire, on a fait beaucoup d'actions. On a fait ce genre de choses, des lotos, des tombolas, on a fait des régates. Ouais. Pour emmener les membres de l'association à Paris. Et du jour au lendemain, elle s'est complètement braquée et elle a changé, sachant que j'étais devenu vraiment très proche des gens qui faisaient partie du bureau aussi avec moi. Et changé complètement de visage. Et elle est devenue comment dire, c'était du harcèlement. Je recevais 30 mails par jour avec des reproches, parfois même des insultes. Elle retournait en fait tout ce que j'avais pu dire contre moi. Et surtout, elle a monté les autres personnes contre moi. Mais voilà. Bon, moi, je l'ai très mal vécu, puisque j'étais vraiment très, très impliqué dans toute... Ouais, ça date de quand, ça, Laurent ? C'était l'été dernier. Ouais. Et vous avez quitté l'association depuis ? Voilà, depuis, alors voilà, elle a fait ça avec plusieurs personnes, dont une personne qui l'a aussi très mal vécu, puisque... Vous voulez dire ce qu'elle a fait, ce que vous décrivez, c'est-à-dire phase de séduction, puis après phase de reproche, c'est ça ? C'est ça, mais phase de reproche vraiment très importante, hein, c'est-à-dire, voilà, ça s'apparentait presque à du harcèlement, et la personne qui était victime comme moi de ça, elle l'a vraiment très très mal vécu, et elle a même fait une tentative de suicide. Donc c'est pour vous dire... La personne qui vous a succédé, c'est ça, à ce poste ? Non, une personne qui faisait partie du bureau avec moi. Ouais. Donc, et quand vous dites j'en suis sortie, parce qu'à la limite, ce qui intéresse là les auditeurs ce soir, peut-être qu'ils vivent ce genre de situation, puisqu'elles sont justement aujourd'hui très médiatiques. Comment ? Alors, comment vous en êtes sortie ? Suite à ce qui est arrivé à cette personne, on s'est concertés tous les deux, et puis tu vois, on peut plus continuer à faire du bénévolat, des choses comme ça dans ces conditions. C'était carrément plus possible. Donc du jour au lendemain, en fait, on a pris un café avec cette dame, et puis on lui a tout raconté, tout simplement, que ce qu'elle avait fait, c'était ignoble. Attendez. Ce que, si je comprends bien, vous l'avez confrontée, c'est ça, elle, à son propre... On l'a confrontée à tout ce qu'elle a fait. Ah oui. Et comment elle a réagi ? Eh bien, elle est restée complètement stoïque. Rien. Ouais. D'accord. Au revoir. Voilà. Et puis elle s'est levée, elle est partie. Ouais. Et ? Tout simplement. Et puis ?
Et c'est comme ça qu'on a quitté cette association. Mais voilà, c'est pour dire que ça peut aller très loin et vraiment faire... je sais voilà, qu'il y a beaucoup de personnes... Il y a quelque chose d'étrange dans votre témoignage, Laurent, quelque chose qui, enfin, pour moi, colle pas, donc j'ai besoin que vous m'expliquiez. C'est que dans ce genre de relations, c'est bien pour ça qu'elles sont terribles et complexes, c'est que les liens, sont tellement tordus ou tronqués qu'ils s'arrêtent pas comme ça. Et là, vous me dites, voilà, on lui a tout dit, elle a dit d'accord, elle s'est levée et c'était fini. Voilà. Alors là, vous êtes en train de me décrire une situation, c'est pas si compliqué que ça d'en sortir. C'est-à-dire que ça vient affirmer ce que vous avez dit avant. Et j'aimerais comprendre là. Oui, mais bon, c'est quand même dire que tout ce qu'il y avait avant, on ne pouvait pas, en fait, difficilement sortir déjà par rapport aux personnes, par rapport à l'engagement. C'est compliqué. Ah bah oui, mais enfin voilà, ok, c'est associatif, mais on est dans le cadre d'un travail, d'une fonction, ça colle pas. Un jour, on se dit bah au revoir, c'est fini, on n'a plus rien, c'était sympa, on a bien bossé, on a eu des chouettes projets, et puis salut, au revoir quoi. Enfin, vous voyez, je suis je suis un peu cash avec vous, Laurent, mais quand on voyait le bonheur que pouvaient avoir les membres de faire tout ça, on disait bon. Mais ils les avaient plus après ? Pourquoi l'association s'est dissoute ? Voilà, oui, l'association aujourd'hui n'existe plus. Ah. Et voilà, je suis certainement au fait qu'on a dénoncé ces méthodes qui étaient assez dures, puisque... Pourtant, une association, c'est un collectif, non ? C'est-à-dire que ça ne tient pas qu'à une personne ? C'était la présidente de l'association et le système qu'il a créé. Ouais. Donc, son association a dû durer 1 an, tout au plus. Et voilà, une fois que les gens se sont rendus compte de ça, nous, avec l'autre personne, on est allé voir les autres membres du bureau. On leur a dit, voilà, on vous conseille de partir, voilà ce qu'elle va faire. On a des preuves à l'appui, tous les mails, etc. Donc, voilà comment on est sorti de cette situation. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important quand même d'en parler, parce que en arriver à des extrémités pareilles, c'est assez grave quand même. Donc... Oui, on comprend pas bien dans votre témoignage, Laurent. Vous voyez sur l'aspect extrémité ou gravité ou difficulté, parce que j'aurais envie de vous dire, oui. Dans mon propre cas, alors pas vraiment grand-chose, mais c'est vrai que je l'ai très mal vécu. Le fait, par exemple, quand il y avait des manifestations qu'on a organisées. C'est-à-dire que c'était elle qu'elle citait, non pas les bénévoles, par exemple, puisqu'elle se faisait elle-même monter sur la scène, elle ne remerciait personne. Mais par contre, derrière, elle nous prenait à part, et puis c'était des avalanches de critiques. Quand une personne est aussi proche, on croit tout ce qu'elle nous dit, donc on le prend vraiment pour nous. Et c'est ces choses-là que moi, personnellement, j'ai très mal vécu. Donc, quel enseignement vous en tirez, Laurent ? Parce que moi, il y a un mantra indien que j'aime beaucoup qui dit « Quand on perd, ne perd pas la leçon ». Alors moi, ce que j'entends, c'est que vous avez perdu. Quelle leçon vous tirez de ce que vous avez perdu ? De ne plus surtout m'attacher aussi facilement à des personnes qui sont dans ce jeu de séduction, puisque là, oui, on perd beaucoup. On perd déjà en confiance en soi. On perd en temps, puisque tout ce qu'on a fait finalement, on se dit que ça ne servait à rien, puisqu'on vous les reproche, on les retourne contre vous. Donc, j'ai perdu surtout en amitié, puisque j'ai engagé des proches, des amis dans cette association qu'elle a réussi à détourner et à monter contre moi. Alors la leçon que vous gardez, c'est une leçon de méfiance, Laurent ? Exactement, oui. C'est dommage, non ? Maintenant. C'est dommage, surtout dans le milieu associatif, je trouve. Mais Laurent, est-ce que la leçon, alors là, moi, ça me pose une question. Est-ce que la leçon, c'est une méfiance des individus ou plutôt un questionnement sur soi de voyez qu'est-ce que je fais d'une relation, qu'est-ce que j'y mets pas. Chacun a la liberté finalement dans une relation d'y mettre une certaine part de soi, importante, pas importante. Au début on en met un peu, puis on avance, on va en mettre un petit peu plus, puis un petit peu plus parce qu'on se sent bien, parce que la confiance c'est pas quelque chose, allez hop, c'est grand ouvert, on la donne, allez-y, servez-vous, chacun prend ce qu'il veut, c'est une relation à deux, à plusieurs. Chez moi, c'est vrai que je donne ma confiance un petit peu à n'importe qui. Alors que
personne est sympathique. Ben oui, mais Laurent, il est peut-être là le vrai sujet, là, vous voyez. Alors après, vous dites, puisque c'est comme ça, vous savez, vous me faites penser à des enfants de la cour de récréation, puisque c'est comme ça, je prête plus mes jouets, puisque j'ai prêté mes jouets et qu'en plus on me les a pétés. Donc ça, c'est pas cool. Mais vous voyez, ça se construit. Vous voyez, on peut avoir confiance, dans la vie, dans l'amour, avoir une confiance de nature, et puis après on fait confiance, on choisit qu'on fait confiance à un tel ou un tel pour certaines choses, peut-être pas pour d'autres, dans des cadres précis, dans des moments choisis, avec certains. Vous voyez ça, c'est pas un tout bloc, parce que sinon vous êtes en train de passer avec votre expérience de la confiance absolue et donnée à la méfiance totale. Et ça va rien vous apporter, vous apprendre. C'est-à-dire que vous allez maintenant avancer dans la vie avec une espèce espèce d'armure et vous allez vous blesser avec votre armure parce qu'après vous allez être déçu. Vous voyez, c'est-à-dire que vos lunettes maintenant, les verres de vos lunettes vous disent je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Vous allez vous empêcher de vivre certaines relations ou d'entrer en relation avec d'autres. Alors que vraiment la beauté de la vie, c'est la relation. Donc laissez une chance à la relation. Mais choisissez d'en donner un petit bout, pas un petit bout, un gros bout, au début une miette. Mais et puis... Là, c'était quand même ça aurait été difficile de pas donner la confiance dans ces conditions. Oui, non, mais ça j'entends bien, Laurent, je remets pas en question, effectivement. Mais aujourd'hui, oui. Voilà, effectivement, vous voyez, vous l'avez senti comme ça, puis vous avez 19 ans, et puis c'est chouette, et puis c'est un milieu associatif, vous faites des trucs passionnants, tout ça, c'est ok. Ce qui m'intéressait là, c'est de voir qu'est-ce que vous gardez de votre vécu, qui est blessant, et qui est une blessure, et je l'entends, et bien sûr que c'en est une, mais la question est qu'est-ce que j'en fais maintenant pour avancer dans ma vie? Et si c'est maintenant je vais me méfier de tous et de tout le monde et de toutes les situations, je vous dis juste trop triste quoi, juste trop triste, c'est tout. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas vous gâcher ça parce que vous avez un bel ingrédient, vous êtes jeune, c'est dans la confiance qu'on vit les plus beaux moments sans doute de l'existence parce que les plus forts, les plus grandes relations. Maintenant, c'est vrai que ce que vous avez peut-être appris cette situation-là, c'est que d'avoir des antennes, de voir effectivement ce que vous choisissez en vous. Vous voyez, de donner, de ne pas donner, de laisser toucher, de toucher. Enfin, vous voyez tous ces espèces de petites aspérités de la relation. Je ne sais pas si je suis claire, Laurent. Oui, tout à fait. Je comprends très bien. Vous voyez. Et donc ça peut dans la blessure que vous ressentez et que vous avez vécue aujourd'hui, vous pouvez en tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses pour vous et avancer. C'est vrai, oui, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même difficile de je comprends, bien sûr. C'est pour ça que c'est tout un travail. Vous avez raison. C'est pour ça que je voulais témoigner. Oui, vous avez bien fait. Malheureusement, et c'est un vrai sujet. Qui tombe beaucoup plus loin. Bon, moi, c'était que dans un milieu associatif, mais quand c'est dans le milieu du travail, c'est beaucoup plus dérangeant, beaucoup plus grave. Vous savez, Laurent, le problème de la confiance, c'est que quand on fait confiance, on prend en même temps le risque d'être trahi. Et ce qui fait mal dans la confiance, c'est la trahison. C'est la trahison. Vous avez fait quoi, l'expérience de la trahison à 19 ans? Ouais. C'est dur. Et c'est blessant. Mais c'est la vie. Mais, oui, et c'est comme ça qu'on apprend, vous voyez. Encore une fois, voilà, quand tu perds, ne perds pas la leçon. J'aime bien cette phrase. Il y en a une. Donc je vous souhaite, de faire avec celle-là, sans vous fermer, parce que c'est, se fermer, c'est s'empêcher de vivre plein de jolies choses que nous apporte la vie. Donc il y a un choix à faire, il y a un petit tri, il y a un petit ami à faire dans la relation. D'accord, Laurent? Voilà. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Et Francine, vous êtes là? Oui. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Merci de m'avoir pris à l'antenne. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, moi, j'appelle concernant ma fille qui a été battue. Oui. Elle a 28 ans. Oui. Et c'était un peu avant Noël, quoi. Elle avait été déjà battue une fois. Elle s'était sauvée. Elle était venue à la maison. Oui. Et puis, elle a fait que pleurer. Et elle est retournée avec son compagnon. Elle a fait une main courante ou pas? La première fois, non. Elle n'a pas voulu. Et la deuxième fois, elle a été portée plainte. Et ils ont mis
toute l'histoire de la première fois, quoi. D'accord. La police. Ouais. Donc, mais moi, ce que je trouve un peu bizarre, bon, alors, son compagnon, ma fille avait demandé un appartement par le 1%, là, son travail. Oui. En fin de compte, elle a réussi à avoir, on lui a proposé un F4. Oui. Parce que lui, il a 3 enfants qui viennent 2 fois par mois, quoi, tous les 15 jours. Ses enfants à lui, pas elle. Ils n'ont pas d'enfants ensemble? Non, et ils sont pas mariés. C'était juste. Voilà. Elle n'a pas d'enfants avec lui? Non. D'accord. Ouais. Donc, c'est avec l'alcool, hein, de toute façon. Qu'il là-bas quand il est. Voilà. Ouais. Et moi, je trouve que c'est un peu bizarre parce que le bailleur social, ce garçon, ce monsieur, il veut bien garder, il a voulu bien garder il voulait garder l'appartement et le faire mettre à son nom. Et le bailleur social dit non, vous avez signé à 2. Donc, si par exemple lui ne peut pas payer les loyers, pendant 2 ans, elle devra le faire. Alors je me demande comment font les femmes, on leur dit de se sauver, de partir, et quand ils doivent se reloger, eux. Oui, mais là, comme elle a fait... pendant 2 mois et demi, elle était chez moi. Oui. Oui, mais comme il y a des mains courantes et qu'il y a une trace donc auprès de la police, ces documents-là, ces éléments-là, ils peuvent rentrer en ligne de compte par rapport au bail. Ça veut dire qu'elle peut prouver qu'elle est dans une situation... Oui, elle y a été. Ouais. Elle a montré les papiers parce que à son compagnon, elle lui a fait écrire que c'est lui qui reprenait le bail. Et tout, non, ils disent que le bailleur dit non, c'est un bailleur social. Il y a un truc que je pige pas, c'est que il lui reprend le bail. Mais elle veut s'en aller, c'est ça? Elle veut quitter? Elle est partie. Ah, elle est partie là. Dès le. D'accord, donc elle habite chez vous. Quand oui, elle habitait. Maintenant, elle vient de retrouver un petit appartement. Ah, le souci, c'est qu'elle est redevable de l'ancien bail, c'est ça? Pour ça que c'est. D'accord, et que le bailleur... Et lui, il est tout seul, il a F4 pour lui tout seul. Il faudrait peut-être, je sais pas, demander conseil à un avocat, là. Là, moi, j'ai du mal à vous conseiller, mais j'imagine qu'un avocat saurait démêler cette affaire-là. J'ai vu une juriste qui m'a juste parlé de la psychologie, que d'ailleurs, j'avais pas m'en mêler. Attendez, la psychologie, elle est partie, là. Elle est... Oui, mais cette juriste disait qu'il y avait un traumatisme. Oui, mais j'imagine que votre fille en est consciente et vous aussi. Enfin, si votre fille a eu le courage et la volonté et la capacité de partir. Oui, ça y est, ça lui est ressorti de la tête. Elle a la tête bien faite, quoi, je veux dire. Mais je trouve que c'est quand même bizarre. Comment s'en sortent les femmes qui n'ont personne, quoi, je veux dire. Oui, ça, on sait aujourd'hui. Comment elle fera quand elle aura son loyer actuel, plus 600 € tous les mois? Oui, mais là, c'est là où vous avez besoin. Alors, je ne sais pas quel juriste vous avez vu, Francine, ou le juriste qu'elle a vu, elle, parce de la mairie. D'accord. Et c'est elle qui l'a vue ou c'est vous qui êtes allé la voir? Moi. Oui, alors ce serait à elle d'aller la voir, là, pour le coup. Vous voyez, d'aller lui demander. Là, elle ne veut pas, parce que ce qu'elle veut, c'est... que l'affaire se fasse. Que c'est-à-dire? C'est-à-dire que soit on prend un avocat, soit on n'en prend pas. Non, mais votre fille, c'est ça, vous voulez dire? Oui. Mais alors là, votre fille, elle veut pas aller s'occuper d'elle jusqu'au bout? Non, mais elle ne peut pas parce qu'elle elle travaille comme tout le monde, mais elle a une formation en plus. Elle s'occupe des animaux. Donc et pourquoi elle fait pas une rupture de bail, là, votre fille? Elle fait un courrier comme quoi? On l'a fait, elle l'a fait. Ah, et alors? On nous a répondu que comme elle avait signé, c'était pendant 2 ans.
Oui, enfin, encore une fois, hein, Francine, je suis pas juriste, mais ce qui me semble étonnant dans ce que vous me racontez, c'est que votre fille aille pas finalement jusqu'au bout sa démarche du style je veux plus en entendre parler et là, écoutez, là vous m'appelez, vous me dites que c'est vous qui allez voir. C'est avoir un psychologue et tout ça. Elle dit bon, maintenant c'est fini. Mais attendez, c'est parce qu'on lui demande là vous appelez pour une histoire de bail et vous dites elle veut pas aller voir la juriste de la mairie parce qu'elle décide que maintenant elle veut plus en entendre parler, etc. Faut qu'elle se défende. Là, pour le coup, la psychologie, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Qu'elle a réussi à quitter cet homme violent qui la battait, mais le dernier bout de la route, le dernier chemin qui consiste donc à lâcher le bail, et c'est symbolique, elle le fait pas finalement. Et elle demande à sa mère, à vous en l'occurrence. Mais non, elle ne demande rien. Ah, c'est vous qui le faites, d'accord. Que vous avez fait la démarche. Voilà, c'est moi qui fais la démarche. D'accord. Non. Mais voyez, Francine, ce que ça dit là, ça dit quand même que le dernier kilomètre, elle a du mal à le franchir. Elle se met dans une situation de lien encore avec lui, puisque c'est à elle de démêler. Elle n'est pas du tout en lien avec lui. Le bail, si. Mais oui, mais le bailleur dit que c'est comme ça. Oui, mais elle dit que, enfin, encore une fois, il faut aller jusqu'au bout. C'est elle qui a été voir le bailleur, c'est pas moi. Mais oui, mais il y a une justice, Francine. Écoutez, ça tient pas debout cette histoire. Il y a une main courante à la police. Elle a quitté le domicile. Enfin, évidemment, vous pouvez dire il a dit que et c'est comme ça. Mais voilà, elle peut, qu'elle aille prendre un avocat, qu'elle aille prendre un juriste, qu'elle démêle son affaire. Voilà, mais je voulais, l'avocat, elle va le prendre. Mais est-ce que... Comment ça se passe après, là, en ce moment ? Faut aller voir un avocat. C'est à elle de prendre en charge la fin de son histoire, surtout. C'est sans doute ça que vous a dû vous dire la juriste de la mairie, d'une certaine manière. Est-ce que moi, j'essaye de vous faire passer comme message ce soir l'aspect psychologique là de cette histoire. Et je ne suis pas juriste et pas habilitée à vous apporter un conseil dans ce domaine. Hein. C'est pas le cadre de l'émission. Non, mais je peux juste vous donner un cadre. Qui sont passés par là et comment... passer par là, il y a des gens... Est-ce que ça vaut le coup de prendre un avocat voilà. Déjà, aller redemander un conseil, c'est à elle, c'est pas vous qui allez faire pour elle. Vous voyez ce que ça interroge là, Francine, c'est que vous êtes en train de vouloir démêler la dernière maille de l'histoire de votre fille qui, elle, a visiblement, dans ce que vous racontez, une difficulté en tout cas, et elle a peut-être... Ah non, elle n'a pas du tout de difficulté. Pourquoi elle se bat pas là ? Pourquoi elle va pas voir un juriste ? Parce que pourquoi elle va pas voir le juriste de la mairie et que c'est vous qui allez la voir à sa place ? Ah, parce qu'elle ne veut pas aller voir un psychologue et tout ça. Elle veut bien prendre un avocat. Mais là, il ne s'agit pas. La juriste de la mairie demande pas un psychologue. Impose pas un psychologue. Elle a donné un conseil en disant c'est une situation délicate et difficile et traumatisante et c'est un traumatisme pour votre fille. Je vous conseille d'eux. Elle vous a pas dit, elle vous a pas fait une prescription comme quoi il fallait. Oui, mais moi ce que j'avais besoin de savoir c'était est-ce qu'on est obligé de prendre un avocat pour la suite, parce qu'il va y avoir, ça va aller jusqu'au... en tout cas, un avocat pour un premier conseil, ça c'est sûr, Francine, oui, bien sûr. Oui, c'est elle qui va aller le voir. Oui. Parce que non, il y a des gens qui vont dire, de toute façon, ça sert à rien. Gens, vous écoutez, Francine, en fait, vous êtes en train de me faire les questions et les réponses en me disant, ça sert des... Vous voyez, vous partez battu d'avance. C'est presque vous qui êtes battu, là, dans ce que vous me racontez. Vous voyez, vous me racontez l'histoire. Finalement, à chaque fois qu'on essaye de défiler la plotte, vous me ramenez à finalement ça sert à rien, on peut rien faire. Voilà. Alors il y a Charles, qui nous répond, un juriste qui dit dès lors que le bail a été aux deux noms, les deux locataires restent solidaires l'un de l'autre jusqu'au bout. La seule et unique solution, c'est que les deux personnes donnent congé ensemble. Ah oui, voilà, oui. Donc ensemble. Non, mais après, attendez, Francine, on a Claire qu'on va prendre à l'antenne avec vous. Bonsoir Claire. Vous vouliez apporter un conseil à Francine. Bonsoir. Merci. Oui, je voulais simplement apporter une petite précision. Étant donné qu'elle a eu cet appartement par le biais du 1 pour son logement, c'est normal. C'est son entreprise qui a payé le logement. Donc non, justement, c'est un bailleur. Non, c'est parce que quand elle a demandé pour le 1%, son employeur lui a dit il faut aller à la mairie.
Ah, donc alors, oui, mais ça voilà. revient au même. Oui, mais ça revient au même. Donc et là, il faut qu'elle s'adresse à la mairie, puisque c'est dans le contingent mairie. Si vous voulez, dans le cadre... Donc, c'est pas le 1%, alors. Non, voilà, elle avait demandé, elle, pour le 1%. Ah, ils lui ont dit, il faut aller voir à la mairie. Et en fin de compte, je crois que c'est même pas la mairie, c'est... enfin, c'est à peu près comme ça, hein, c'est l'Aupiévois. À l'Aupivois. Bah oui, bah écoutez, il faut qu'elle s'adresse directement à l'Aupivois, parce que si c'est elle, effectivement, qui a eu, et en plus de ça, son compagnon n'aura peut-être pas les moyens suffisants pour payer le loyer. Voilà. C'est ce que je voulais, enfin... Et oui, donc c'est la raison pour laquelle, et oui, donc... Parce que lui ne pourra pas payer. Exactement. Donc il faut qu'elle signale simplement qu'elle doit partir pour telle et telle raison, qu'elle amène le dossier et qu'elle demande... Mais elle l'a fait, ça. Elle y a été à l'Aupiévois. Ils lui ont dit que elle avait signé... ils étaient deux à deux à signer. Congé. Bah oui, mais elle donne son congé. Oui, mais lui ne veut pas. Lui ne veut pas donner son congé. Voilà. Ah ben alors dans ce cas-là, qu'elle le laisse se débrouiller. Ah ben non, parce que quand il va c'est arrêter... ça le problème, oui, c'est ça. C'est que vous avez peur que quand s'il paye pas, elle va être obligée de payer. C'est ça l'histoire que raconte Francine. Non, elle se désolidarise. Oui, mais bon, elle peut pas. Vous savez, Francine, là, c'est difficile de vous répondre parce que là, on est sur des questions juridiques qui dépassent largement le cadre de l'émission. Donc, Francine, vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un avocat et de demander un conseil et de vous faire aider éventuellement. Voilà, que si Claire hors antenne veut continuer à discuter avec vous. Merci Claire de nous avoir appelés. Merci, et puis Francine, je vous laisse voir avec des spécialistes de la question. Merci à vous. Oui, mais ça doit pouvoir se régler. Oui, je pense aussi. Sans problème, je pense aussi. Merci à vous deux. Merci. Bonsoir. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, vous savez qu'il nous reste quelques minutes avant le journal de minuit, mais voilà, on va juste démarrer un tout petit peu. Vous devez avoir un haut-parleur, non ? Vous avez pas le haut-parleur sur votre téléphone ? Parce qu'il y a comme un écho. Je n'ai rien du tout sur le téléphone, j'ai la télévision qui marche. Ah voilà, d'accord. Donc, ça, si vous voulez. Oui, on vous entendra mieux. Voilà. Ça veut bien. Voilà. Ça y est. Ouais. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Voilà. Donc Alain, vous vouliez nous parler donc de vos... Voilà, oui, j'arrive à l'âge de la retraite. Oui. Je me pose beaucoup de questions. Oui. Je crois que, pendant que je vous écoutais, à l'antenne, là, je me disais que ce qu'il me fallait, effectivement, peut-être quelqu'un à qui parler. Parce que jusqu'ici, jusqu'à l'âge de 60 ans, j'ai jamais eu besoin de personne, j'ai jamais éprouvé le besoin de me confier à quelqu'un. Je suis pas quelqu'un d'extraverti, quoi. Plutôt introverti, je dirais même. J'ai eu l'habitude, en fait, d'avoir beaucoup de personnes enfin surtout les enfants, la famille, je suis très famille, qui me demandent toujours quelque chose, de les conseiller, de les assister, etc. Et aujourd'hui, c'est moi plus où j'en suis. Et je sais pas trop à qui m'adresser, quoi. Voilà. Alors, le parcours, c'est ce que j'ai expliqué à votre... à Jeanne non. À Paul À Paul, oui. Voilà, j'ai 60 ans, j'ai eu une activité professionnelle, j'ai été cadre supérieur dans une entreprise que j'ai quittée. J'ai exercé une activité professionnelle. On a eu notre entreprise qui a été sinistrée, on a été indemnisé. Et on a repris, c'est peut-être là d'ailleurs le problème, parce que moi j'avais décidé de m'arrêter à ce moment-là, on avait suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Mais on a repris une affaire parce que il fallait occuper il fallait occuper mon fils, le dernier, quoi. D'accord. J'ai 4 enfants. Alain, on vous reprend. Alain, on vous reprend juste après le journal de minuit. On reste ensemble, hein. On vous reprend dans quelques instants.
8h09 sur Europe 1. La libre antenne se poursuit encore pendant une heure où on peut se laisser aller aux confidences, mais aussi celle où on peut partager ses angoisses qui se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Jeanne et Paul. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions, où il peine à trouver des réponses. Nous sommes là pour les chercher ensemble. La nuit se poursuit avec Fifi à la réalisation, Jeanne et Paul dans ce studio d'Europe 1 39 21. J'attends vos appels. Sophie Peters sur Europe 1. Et puis avant de retrouver Alain qui était avec nous juste avant le journal, j'avais envie de partager avec vous un joli mail que nous a envoyé Nounette, parce que je lisais l'adresse du mail, donc c'est signé Nounette. Alors merci pour votre mail Nounette qui nous dit que l'émission est une petite bulle apaisante dans cet hiver froid et venteux qui tarde, mais surtout elle nous dit: je profite de ce message pour dire à mon chéri qu'il rend ma vie plus belle chaque jour. Joyeux anniversaire de mariage un peu en avance, mon amour. Je trouvais ça tellement joli que je voulais le partager avec vous à l'antenne. Alain, vous êtes là ? Oui. Oui, alors bonsoir Alain. Alors Alain, vous, juste avant le journal, vous nous disiez que voilà, vous traversez une période un peu difficile de questionnement sur vous-même et que c'est un peu nouveau pour vous, ce questionnement intérieur. C'est nouveau, effectivement. Je me suis jamais posé trop ce genre de questions. J'ai toujours été très actif, en fait. Très occupé, faire face à l'adversité, surmonter les événements. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon. Et vous le reliez à quoi, justement, ce questionnement aujourd'hui ? Peut-être à l'inactivité, peut-être à l'âge. On sent moins utile, moins fort qu'avant, quoi. Oui. Et il y a un relais qui ne se fait pas dans autre chose de votre vie, un intérêt ou un lien, ou vous n'arrivez pas à retrouver un sens, à ce qui fait sens en fait. Je définirais plutôt la situation actuelle comme une situation d'attente. Oui. Dans l'attente de quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a cessé notre activité professionnelle, on s'était dans l'attente effectivement de dire bon, on va repartir, mais cette fois-ci non pas vers une activité professionnelle, mais plutôt dire en profiter un petit peu, partir en vacances, faire des voyages, changer de secteur, changer de région, ce qu'on avait envie de faire, et ce qu'on n'a pas fait, quoi, en fait. Parce que pour pouvoir caser le dernier, quoi, en fait. Et puis les événements se multiplient depuis, quoi, en fait. C'est l'état de santé de ma fille aînée, l'état de santé pas de mon fils mais de sa femme aînée, de mon fils aîné. Ma troisième fille qui est venue me rejoindre, qui s'est séparée de son copain avec sa fille, mais qui habite pas avec nous, qui vit séparément. Qui a besoin de nous, quoi. Et puis le dernier qu'on a installé parce qu'il est incapable de se débrouiller tout seul, quoi. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, Alain, c'est que c'est comme si les enfants et tout ce que vous avez construit pour être lâchés venaient contrarier finalement la liberté que vous aviez pensé pouvoir prendre. Et quelque chose qui vous rattrape comme ça, comme un effet boomerang presque. C'est ça, oui. Ça va même au-delà, parce que même les grands-parents, quoi, ils sont eux aussi rattrapés par l'âge, et on sent bien que ils vont avoir besoin de nous, quoi. Ils sont plus à un âge où, pour l'instant, ils sont encore en couple, mais on sent bien venir le moment où il faudra peut-être être à proximité aussi, quoi. Voilà, quoi. Comme si une liberté espérée pendant longtemps vous échappait tout d'un coup. Oui. Ça. Est-ce que la liberté, elle est là finalement, Alain ? Est-ce que la liberté, elle est dans je ferai que, vous voyez, est-ce qu'elle est dans
est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une façon de voir les choses? Parce que la liberté, vous l'avez quand même, dans le sens où, vous voyez, c'est pas d'attendre. Peut-être qu'il y a eu toute une époque d'attente par rapport à une vie qui serait autre que celle que vous viviez. Mais la vie continue, elle est jamais autre. Elle est avec tous les liens qu'on a construits, puis ces liens continuent. Mais justement, c'est peut-être ça, c'est peut-être parce que avant son âge, je me sens peut-être plus démuni, quoi. Oui. J'ai pas envie d'être. J'ai envie de finir seul. J'ai pas envie d'être assisté, quoi, quelque part. Donc. C'est paradoxal. Vous dites, je me sens démunie, mais j'ai pas envie d'être assisté, comme si. Oui, mais du coup, ça veut dire quelles ressources il vous manque? Parce que quand on dit, je suis démunie, ça veut dire, il me manque certaines ressources ou certains éléments pour faire face. Et en même temps. J'arrive pas à trouver leur sort, là. Ah oui, oui. J'arrive pas à trouver leur sort. Il y a des moments où je les ai trouvés quand ma deuxième épouse est décédée, en me laissant un petit bébé de 3 mois, je l'ai trouvé à ce moment-là, leur sort pour repartir, mais là, j'y arrive pas. Et là, ce serait pas possible, Alain, de faire une pause pour retrouver des forces, enfin une parenthèse, vous voyez. Ça veut pas dire débrancher toutes les prises et lâcher. Et parce que dans ce que j'entends, c'est un peu le tout ou rien. Je suis complètement là ou je suis pas du tout là. Est-ce qu'il n'y a pas un mi-chemin en étant... Je suis complètement là. J'ai plutôt le sentiment de me sentir prisonnier, si vous aimez mieux. Oui. Prisonnier d'obligations que je trouve normales, logiques, bien sûr. obligatoires. Oui. Sûr qu'on doit éthique même et morale. Qu'on doit assistance à que je me dois assistance à mes enfants aussi, à mes petits enfants. Mais c'est le sentiment d'être un petit peu entouré par tout ça, d'avoir peur en fait de ne pas pouvoir y faire face, quoi. Et de ne pas arriver à retrouver l'énergie nécessaire et celle que vous aviez avant. Voilà. Mais en fait, il y a parce que vous comparez des choses quasiment incomparables, c'est-à-dire vous comparez à vous il y a des années en arrière dans d'autres situations. Or, il y a la mesure du temps, la mesure de votre évolution, la mesure de la vie, de la vie de vos proches. Comme il y a tout ce sens-là qu'il faut reprendre pour retrouver du sens à aujourd'hui. C'est comme, enfin, vous comparez en fait de l'incomparable. Voyez-vous, il y a une mesure de vous-même qui ne se prend pas et du coup, le présent est complexe pour vous parce il peut être trop lourd en comparaison de ce qui a été fait. Or, en fait, il s'est passé plein de choses entre. Et c'est ce entre qui a besoin de prendre de l'espace pour vous laisser aujourd'hui un espace à vous, finalement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. De l'espace à moi. Mais oui, c'est-à-dire que bien sûr qu'il n'est pas question de, comme je vous disais, de ne pas remplir, mais il y a un mi-chemin entre j'ai des obligations, c'est important pour moi, ça a du sens et ça en a, et bien sûr qu'il ne faut pas y renoncer parce que ce serait même dévastateur pour vous d'y renoncer. Et c'est ça votre angoisse et votre danger, parce que votre envie, elle est quelque part là. Il y a une tentation de tout lâcher, en sachant que vous faites ça, vous faites une immense bêtise parce que vous allez vous blesser. Vous voyez, vous jetez dans le vide. Mais en même temps, il y a ce besoin de lâcher quelque chose. Donc, essayez de regarder qu'est-ce qui peut être dans l'immédiat. Un petit peu lâcher pour vous recréer un peu d'espace et aller repuiser un peu de la ressource en vous, dans des choses importantes pour vous, dans un moment de plaisir, dans une petite grotte juste à vous, vous voyez, parce que vous avez besoin de reprendre pied. Mais ça veut pas dire je lâche tout. Ça veut dire je trie, je séquence, je hiérarchise, il y a des choses prioritaires. Là, on a vraiment besoin de moi. Là, on a un peu moins besoin de moi. Là, je peux un peu m'extraire. Ça, je peux déléguer. Ça, je peux. Vous voyez, on trie. Et de ce petit tri-là, vous allez créer de la bulle. Parce que ce qui est oppressant, là, dans ce que vous me racontez, c'est que tout forme un tout. Vous voyez, il y a pas de... Tout est sur le même plan, le même niveau. C'est super lourd, ça fait comme un couvercle qui pèse. Ah oui, c'est pesant. Ben oui, c'est pesant, c'est lourd. Ben oui, c'est lourd parce que tout pèse le même poids. Et en plus, chaque chose pèse très lourd. Donc, or en fait, non.
en fait, dans la réalité, si vous observez votre réalité et les situations qui requièrent votre attention ou votre présence ou votre énergie, elles sont pas toutes au même plan. Elles sont sûrement pas toutes au même plan. C'est vous qui les mettez dans votre bulle tout au même plan. Donc, il y a quelque chose à lâcher. Oui, mais je ne vois pas quoi lâcher. Ah où ? J'avoue que ça fait depuis un an, je me dis, je sais qu'envoyer tout à l'année, je pars en maison de retraite, et puis basta, quoi. Je vais me foutre, je sais pas, à l'autre bout de la France, et puis au moins, j'aurai la paix, quoi. La fuite. La fuite qui va vous rendre très malheureux vu que vous avez été très actif toute votre vie et que vous avez été aux manettes tout le temps. Donc quand vous serez parti en maison de retraite ou à l'autre bout de la France, vous allez vous demander ce que vous faites là sur votre fauteuil, quoi. Je cultiverai mon jardin. Oui, mais vous pouvez le cultiver dans la relation à l'autre et dans les liens que vous avez tissés. La richesse de votre jardin, elle est à vos pieds aujourd'hui. Elle est autour de vous. Simplement, il est lourd et il est en friche et vous voyez toutes les ronces et tout le boulot qu'il y a à faire. Un, parce que vous êtes effectivement fatigué et ça se comprend et ça s'entend. Et de l'autre, parce que vous laissez sans doute toutes ces pousses-là vous envahir. Mais quand on prend un jardin qui a été laissé à l'abandon, vous savez, en vacances, et puis on arrive, alors on se dit, oh là là, par quelle bout je prends ça ? Vous passez pas la tondeuse d'un seul coup, vous y allez par morceaux, vous laissez des fleurs d'un côté, voilà. En fait, ce que je vous propose, c'est ça, vous allez prendre un coin du jardin, vous allez laisser l'autre, vous n'allez pas le regarder. Vous voyez, c'est votre façon de regarder la situation qui est très oppressante. Alors là, je sais pas si dans l'immédiat, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, si vous avez la possibilité, voilà, de prendre un peu de ressources, de détendre, de dire à vos proches, voilà, j'ai besoin un peu de me reposer, je pars quelques jours, je sais pas, avec un bouquin qui me plaît, avec des copains, avec voilà, un moment un peu à vous, avec des gens avec qui vous êtes bien, quelque chose qui vous permette parce que là, vous manquez de ressources, vous en avez plus. Vous pouvez rien donner aux autres. Bien sûr que vous avez besoin de fuir. Je ne peux pas, ça. Pourquoi c'est pas possible ? Vous pouvez pas ou vous voulez pas ? Non, je ne peux pas. Parce que j'ai ma petite fille régulièrement, j'ai mes beaux-parents qui sont là régulièrement. Mais Alain, ils peuvent comprendre que il y a bien des gens, voilà, qui prennent des vacances, c'est votre choix. Les autres peuvent le comprendre. Vous voyez, là, vous êtes en train de vous créer de je ne peux pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. Mais vous voulez quelque chose. Ça interroge. Vous voyez, vous êtes dans tout ou rien. Soit je suis complètement là, soit je suis pas du tout là. C'est violent pour votre entourage. Votre entourage peut comprendre que dans la période que vous vivez aujourd'hui, vous ayez besoin de faire un petit break. Voilà, un petit break. Bon, pour votre petite fille, pour je sais pas, vos parents autour de vous. Vous voyez, Brigitte dit ça. Et si vous partiez un moment pour vous ressourcer, vous éloigner, prendre du recul. Et puis Guy qui dit, sans être égoïste, pensez à vous, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes de votre famille. C'est vrai qu'il y a dans votre approche, mais c'est sans doute très cohérent par rapport à votre parcours de vie. Vous avez été très actif aux manettes à résoudre les problèmes des autres et vous vivez comme ça, votre identité est là. Ce qui est complexe là, c'est que vous êtes dans un changement d'identité. Donc votre place, le sens de votre vie est en train de prendre un nouveau sens qu'il faut agencer, mettre en place autrement. Il y a Lily qui dit, je comprends Alain, mais les enfants sont grands, sans les abandonner, pensez aussi à vous. Vous avez beaucoup donné. Et Lily vous propose d'ailleurs de parler avec vous, donc on vous mettra en contact avec elle hors antenne. Oui, c'est parce que vous avez besoin d'en parler aussi autour de vous. Les enfants sont grands, certes, mais ils sont confrontés à des difficultés, quoi. Donc, bien sûr, mais vous pouvez pas les résoudre. Alain, à un moment donné, vous voyez, vous êtes en train de dire, finalement, je suis autant déprimée de moi que de tous les problèmes de mes enfants, de mes parents, Bah oui, ça, vous pouvez porter tous les problèmes de la terre, mais vous rendrez service à personne, parce qu'alors, du coup, votre énergie, vous voyez, elle est plombée. Et vous pouvez pas être bien pour les autres. Faire du bien aux autres, ça passe aussi par soi. Bah oui, c'est à un moment donné, que ce soit l'amour, l'amitié, l'énergie, c'est quelque chose qui passe par soi. Ça veut dire que le soin de soi, c'est aussi le soin de l'autre. Quand on prend soin de soi, on prend soin des autres. Quand on travaille sur soi, quand on travaille sur sa relation aux autres, on donne l'occasion aussi aux autres d'avoir des bonnes relations avec nous.
Tout ça, une bonne écologie, un écosystème relationnel. Et vous, là, vous êtes là-dedans, et il y a un petit écosystème, là, à revoir, un petit réglage. Ça veut pas dire, je coupe tout, je me tire à l'autre bout du monde. Vous vous rendez compte, allez vous mettre en maison de retraite quand vous avez une famille, des parents, enfin. Vous voyez, là, on est dans l'extrême. Finalement, vous êtes en train de me dire, j'arrive pas à tout gérer, donc je débranche toutes les prises. Là, il y a peut-être un mi-chemin qui va vous rendre plus heureux, mais il va falloir composer. Très compliqué de composer, hein. Ah oui, ça je m'en rends compte. Eh oui. Donc Alain, prenez un peu de distance et posez les choses à plat et essayez de mettre des niveaux de hiérarchie différents dans les problèmes que vous pose votre vie en ce moment. C'est-à-dire de considérer les choses pas au même niveau et pas avec le même poids. Je me sens en fait submergé, quoi. Oui, c'est ça. J'ai eu des difficultés, mais j'ai tout réussi par obligation, quoi, en fait. Oui. Quand je me suis retrouvé tout seul. Ah oui, vous aviez l'habitude de... J'étais à l'époque chômeur, il a fallu que je redémarre, il a fallu que... Voilà, que c'est pas évident avec... j'ai trouvé l'énergie, et aujourd'hui, si vous aimez mieux, j'ai l'impression que cette énergie-là, je l'ai plus. Et ça m'embête. Oui, parce que vous êtes dans la culpabilité de si vous donnez un peu moins, c'est insupportable. Vous avez toujours été habitué à donner énormément, à vous occuper de tout le monde, à résoudre tout, à prendre en homme courageux et valeureux les problèmes à bras-le-corps, et c'est ce qui donne un sens à votre vie. Ça en donne toujours un d'ailleurs, sauf que vous ne résolvez pas tout à la place des autres. Et que, vous savez, dans la culpabilité qu'on a, il y a souvent une histoire de pouvoir. On se sent responsable du bonheur des autres. Vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Non, définitivement non. Vous leur en donnez, bien sûr, mais vous n'en avez pas la responsabilité. Ça change tout. Et ce qui vous submerge aujourd'hui, c'est une responsabilité que vous vous donnez que vous n'avez pas. Et ça vous anéantit. Vous ne l'avez pas. C'est pas vous qui faites que la Terre tourne rond. Vous êtes un des contributeurs parmi tant d'autres, parmi nous tous, là, cette nuit, ce soir, et ceux qui dorment dans leur lit, à la marge du monde, et c'est tant mieux, avec nos petits bras, nos petites mains, et ce qu'on peut faire. Mais vous ne portez pas tout. Donc lâchez un peu, lâchez tranquille. Et vous allez voir que ça va être super plus léger. Parce que cette responsabilité que vous vous donnez, en plus, vous la faites sans doute pour porter sur les autres. Donc sûrement que les autres aussi, c'est pas évident pour eux. Donc vous allez faire du bien à tout. Vous savez, je vous parlais d'écosystème tout à l'heure. Les relations humaines, c'est une espèce d'écosystème d'écologie. Si vous, Alain, vous bougez, c'est toute votre famille et tous les autres qui vont se reconfigurer. Et vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Vraiment, hein. Je vous assure, c'est magique. Donc dans un groupe, dans une famille, il suffit quelquefois qu'un élément de la famille bouge son comportement, sa relation à l'autre, et c'est toute la famille qui se reconfigure. Et là, vous avez un rôle génial à jouer. Et votre rôle là, je vous assure qu'il sera majeur, bien plus que de prendre en main tous les problèmes des autres. Donc l'urgent là, c'est on va prendre 2-3 jours tranquillou au vert avec un bon bouquin, un bon verre si ça vous fait plaisir, des bons potes, vous allez rigoler un bon coup, vous allez vous détendre, vous lâchez un peu tout le monde, vous dites bye bye, je reviens dans quelques jours et ça ira déjà beaucoup mieux. Et vous êtes tranquille, Alain, d'accord ? Il y a Lily qui vous dit vous apporterez beaucoup plus à vos proches en étant bien. Le début de la retraite n'est pas toujours facile, prenez du temps pour vous, amitié Lily. Allez vous reposer, retrouver le goût de la vie, dit un autre auditeur. Le goût de la vie. Oui, donc c'est un peu de repos. Et le goût de la vie, il n'est pas dans le fait de porter... C'est difficile quand on voit ses proches souffrir, vous savez. Oui, mais vous pouvez pas faire à la place des autres, Alain, encore une fois. Lâchez, c'est pas vous qui faites, vous êtes là pour tendre une main et prendre une main et la tenir quand il faut, d'accord ? Mais vous faites pas à la place de l'autre, parce que si vous faites à la place de l'autre, vous lui prenez sa vie, vous lui prenez sa liberté. C'est pas juste ça. Personne peut faire ça. On est tous des êtres libres et on a tous la responsabilité de notre liberté. Donc notre place, elle est là. On résout pas, mais on est là. On est un appui, on est un soutien, on est un sourire, on est une main, on est une oreille, on est une parole. On est tout ça à la fois. Et ça, c'est juste merveilleux. Et si on est déjà ça, c'est juste formidable. Bon courage, Alain. Merci. Reposez-vous bien. Promis ? Oui. Je compte sur vous. On va essayer. Bonsoir, Alain. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Bonsoir, Delphine. Oui, bonsoir, Sophie.
Je suis contente de vous avoir au téléphone, à l'antenne. Je voulais vous parler d'une situation de conflit que je vis avec ma mère depuis quelques années. Alors en fait, depuis... je date pas de manière très précise, mais on va dire depuis peut-être 1 an, 2 ans. Je vis une situation de tension latente avec ma mère que je ne m'explique pas trop. Ouais. Et il y a en fait 3 semaines, on s'est disputé et à la suite de cette dispute, on en est venus toutes les deux à se dire qu'on avait de décider de ne plus se voir et de ne plus se parler. D'accord, un accord, toutes les deux. Oui, bon, c'est déjà pas mal. On a pris cette décision chacune de notre côté parce qu'on sentait que c'était ça devenait un peu compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que on pourrait être amené à revenir l'une vers l'autre, au moins dans une forme, on va dire, cordiale, où on est capable de se voir, de se dire bonjour, au revoir et d'être dans la même pièce. Mais j'aimerais, moi, de mon côté, au moins, comprendre pourquoi je rejette totalement ce que ma mère représente à l'heure actuelle. Delphine, quand vous êtes séparée, on va dire, avec votre maman, puisque en fait, c'est assez exceptionnel avec sa maman d'un commun accord, de dire on se voit pas parce que ça se passe mal entre nous, parce que souvent c'est unilatéral. Là, vous me dites que vous avez été d'accord. En fait, on s'est disputé, le ton est monté. Ouais. Et donc elle m'a dit, elle était en colère et elle m'a dit je raccroche. Et puis 5 minutes après, je recevais un mail qui me disait puisque c'est comme ça, bon vent, bonne route, je ne te rappellerai plus. Ah. Ah oui, donc c'est elle qui a un peu coupé les ponts quand même. Oui, mais c'est vrai que. Mais ça vous va. Ouais. Non, mais c'est que j'avais pas envoyé de mail, mais moi quand elle a raccroché. Je m'étais dit la même chose. D'accord, d'accord. Et Delphine, les disputes partent toujours sur les mêmes... Est-ce qu'il y a un sujet qui est toujours un peu le même ? Ou n'importe quel sujet est prétexte à dispute ? N'importe quel sujet est prétexte à dispute. Moi, j'ai quelques éléments, si vous voulez, de compréhension que je peux bien partager volontiers. Oui. J'ai toujours connu ma mère ayant des comportements assez violents. Oui. Et en tout cas, qui m'ont des colères en fait qui m'ont toujours impressionnée. C'est un sujet qu'on connaît dans la famille, aussi bien ma sœur, mon père. Elle est un peu soupe au lait, comme on dit. Pour nous, c'est un peu des crises où elle se dédouble. Donc ça peut arriver 3-4 fois par an, mais on a toujours connu ça. Mais c'est quand même... ça nous a toujours impressionnés, mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être posé, calme, qui a une grande intelligence humaine. On est toujours revenu sur l'objet des conflits après un emportement de sa part. Mais le fait est que moi, j'ai toujours été dans une forme de contrôle par rapport à ce que je disais ou ce que je faisais, de peur de déclencher ces emportements chez ma mère. Ouais. Et aujourd'hui, elle a fait de nombreuses analyses parce que c'est pas une situation qu'elle apprécie elle-même, c'est des comportements qu'elle rejette en fait et qu'elle n'apprécie pas chez elle-même. Et elle a mis en place des mécanismes de contrôle, d'hyper-contrôle, de protection pour faire en sorte que elle-même et son entourage ne la fassent pas sortir de ses gonds, quoi. Et ces mécanismes de contrôle, je les rejette en bloc totalement aussi parce que parce qu'ils me glacent. J'ai l'impression de plus avoir ma mère en face de moi, que j'ai un robot et qui ne ressent plus d'émotion. Donc voilà, j'ai l'impression de la rejeter quand elle est au naturel et qu'elle est capable de s'emporter, et j'ai l'impression de pas non plus l'accepter quand avec tout ce qu'elle a
essaye de mettre en place pour s'en protéger elle-même avant tout et puis son entourage, quoi. Parce qu'en fait, Delphine, dans ce que vous m'expliquez, c'est que vous n'avez aucune marge de manœuvre par rapport à votre mère. C'est qu'en fait, elle vous laisse aucune liberté. C'est elle qui décide du modèle de la relation. Soit elle s'emporte, soit elle maîtrise. Mais finalement, vous, face à ça, face à elle, dans la relation, vous ne sentez aucune liberté d'être. Vous voyez, d'être qui vous êtes ou qui vous avez envie d'être face à elle. C'est-à-dire, elle donne une règle. C'est un peu comme si, à chaque fois que vous êtes en relation avec elle, elle donne une règle du jeu et elle vous l'impose. Elle vous dit, si tu veux jouer avec moi, si tu veux être en relation avec moi, je te donne la règle du jeu. Il n'y a que dans ce cadre-là que je t'autorise à rentrer en contact avec moi. Oui. C'est un peu ça ? Je vous entends plus. Oui. Oui, non, mais ça me... Et du coup, c'est une liberté... Pardon ? Ça me met quelques sanglots dans la voix, parce qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous dites. Et donc, elle vous reconnaît pas. En fait, ce qu'elle dit, cette maman, elle dit, qui que tu sois, qui que tu es, t'as pas trop le droit d'être toi. Vous avez 26 ans, c'est ça, Delphine, hein ? Oui. Oui, vous êtes encore toute jeune, avec l'envie... à votre âge de encore plus d'ailleurs qu'à n'importe quel âge de commencer vraiment à montrer au monde qui vous êtes et de montrer à cette maman, la jeune femme à 26 ans que vous êtes avec... Ça s'est amplifié, ça a commencé ou ça s'est amplifié, je ne saurais pas trop dire, quand effectivement je suis partie de chez mes parents. Ouais. Donc effectivement c'était il y a à peu près 2 ans. Ouais. Et... parce que du coup, je me sentais déjà adulte dans leur foyer, donc c'était déjà pas forcément évident. Ouais. Ils me donnaient une place d'adulte, mais peut-être pas telle que peut-être pas en total accord avec ce que je suis. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de me construire que ma construction identitaire, se heurte à ce qu'ils sont... Ou ce qu'ils décident que vous êtes. Ils décident qui vous êtes, finalement. C'est ça ? Et vous avez le sentiment que c'est eux qui décident de qui vous êtes, sans vous laisser la possibilité d'être qui vous avez envie d'être. Vous voyez, un problème de liberté, donc de niveau d'écoute. Parce que... Oui et non, parce que je m'étais jamais rendu compte à ce point-là, parce que j'ai fait des choix personnels un peu originaux. J'ai monté plusieurs boîtes. Enfin, je me suis construit un peu bizarrement et ils ont toujours été là et ils m'ont toujours soutenue. Ouais. Donc peut-être que cet aspect-là m'a fait dire, il m'accepte. Oui. Mais c'est dans le jeu de la relation où en fait, je suis pas sûre d'être adulte par rapport à eux. Je me demande si je suis pas toujours par rapport à eux, mais c'est ma mère en fait. C'est mignon votre. Ça me fait sourire et je trouve ça adorable votre terminologie, parce que je crois qu'on reste toute sa vie, quel que soit notre âge, l'enfant de ses parents. Et ça, c'est un invariant, même si on devient, bien sûr, vous avez raison, un adulte dans la vie. La relation parent-enfant, et c'est bien ça qui en fait sa complexité une fois qu'on devient adulte, c'est qu'on reste quand même quelque part le petit garçon ou la petite fille de sa maman, et à la fois et inversement, c'est-à-dire on a l'affection tout en étant d'un certain âge ou un adulte, avec la vie qu'on a, toute l'affection de l'enfant ou en tout cas de la relation vers. Donc en fait, la question que vous vous posez, est-ce que je suis finalement une vraie adulte, c'est un peu ça que vous dites, face à mes parents? Si, moi oui, face à mes parents, Quand vous dites si, c'est-à-dire, dites-moi. Pardon? Quand vous dites si, oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, dans cette relation avec ma mère, j'ai l'impression... J'en perds un peu le fil. En fait, j'ai l'impression que ce que vous voudriez, c'est que votre mère vous reconnaisse, vous, comme une adulte, ce qu'elle n'a pas l'air de faire et ce qui doit vous blesser. Mais vous voyez, à l'inverse, elle reste votre maman.
Votre besoin aujourd'hui à votre âge, c'est que votre maman reconnaisse la jeune femme adulte, voilà, qui est là. J'ai l'impression qu'elle le fait. J'ai l'impression qu'elle le fait, que c'est le cas. J'ai l'impression qu'elle le fait, mais il y avait quelque chose dans ce que vous disiez tout à l'heure qui était très juste, c'est dans le système de communication, dans le système de relation qu'elle veut m'imposer. Je suis sa fille, mais je suis sa fille contrainte dans les limites qui ne vont pas déclencher chez elle. Voilà, donc le cadre, elle dit « Ok, tu as le droit d'être une adulte, mais comme ci, comme ça, et c'est moi qui définis quel adulte tu as le droit d'être à mes yeux. » C'est ça qu'elle est en train de faire avec vous. C'est ça ? Oui. Voilà. Pas jusqu'au point de me dire... Non, je caricature volontairement. Oui, voilà, mais ce que vous ressentez, c'est une contrainte. Ce que vous me décrivez, Delphine, c'est un manque de liberté, c'est des ailes un peu rognées. Et puis c'est la demande. Vous savez, c'est comme le petit enfant qui commence à marcher, qui lâche la main de sa mère et qui lui dit... qui est tout content si la maman bat des mains parce qu'il fait 3 pas sans tomber et on est en admiration. Ben vous faites vos pas de jeune femme. Et si elle est pas en train d'applaudir, ou en tout cas en train d'être d'accord avec ces pas-là, d'accord, sans les juger. Parce que là, ce qui est douloureux, sans doute là où vous vous disputez, c'est sans doute qu'elle a un filtre, elle a un cadre de référence qu'elle vous impose, qui est le sien et qui est pas le vôtre. Et c'est tant mieux que ce soit pas le vôtre, puisque vous construisez le vôtre à votre âge. Donc peut-être que de reprendre le dialogue avec elle de façon beaucoup plus calme et beaucoup plus posée, c'est de mettre à jour ça, c'est-à-dire de dire éventuellement, d'ailleurs par mail, pourquoi pas, puisque si vous écrivez, d'essayer de mettre en mots, de faire cet exercice-là pour vous, pas forcément d'ailleurs de lui envoyer, en tout cas de le faire pour vous, ça vous apaisera, de dire qui je suis, maman qui je suis, quel est mon besoin, parce que peut-être aussi ce que vous ne lui exprimez pas et qui peut tendre la relation, c'est qu'elle, si vous ne lui dites pas votre besoin, vous voyez, si vous souffrez juste de ce qui vient d'elle, sans que vous, à un moment donné, vous veniez lui dire, voilà ma demande, voilà mon besoin, voilà la fille que je suis, et voilà la demande que je te fais à toi, maman, de me reconnaître là-dedans, elle, peut-être ça, elle peut l'entendre. Je sais pas, hein, c'est une option. En fait, ce qui est délicat, c'est que elle-même est en analyse depuis un certain temps, elle-même une construction mère-fille compliquée. Oui. Comme euphémisme. Et notre conflit, le dernier, celui qui nous a pu nous parler, c'était parce que j'ai essayé de lui dire, quelques jours avant, il y a eu un incident et j'ai pas voulu le dire tout de suite. Et quelques jours après, je lui ai dit, voilà, cette remarque, elle m'a pas plu. Oui. Et c'est monté tout de suite. Et le fait est que, depuis 3 semaines, mon papa joue un peu les intermédiaires et il me dit lui-même, je suis pas sûre qu'elle soit prête à entendre ce que tu as à lui dire, même si toi-même tu es pas très sûre de ce que tu as à lui dire. Mais est-ce que je dois forcer, est-ce que je dois dire ce que j'ai à dire à ma mère? Oui, bien sûr que vous avez à dire ce que vous avez à dire à votre mère, mais avec en tenant compte à la fois de qui vous êtes et de qui elle est. Vous voyez, c'est la parole. Vous savez, c'est les principes de communication non violente, Delphine, où on parle de soi, on parle pas de l'autre. Quand elle dit ou elle fait quelque chose qui vous va pas, qui vous blesse, qui est douloureux pour vous, c'est lui dire quand tu dis ou quand tu fais ça, voilà ce qui se passe chez moi, lui raconter ce que ça provoque chez vous. Le problème est pas tant ce qu'elle fait que de ce qu'elle fait, de ce que ça touche chez vous et de ce qui crée du coup cette douleur. Et si elle peut entendre, si je vous bouscule dans la rue et je vous marche sur les pieds, vous allez me dire, mais attention, vous m'avez bousculé, vous m'avez fait mal. Ah, je suis désolée, je vous avais pas vu, je savais pas, alors je vais pouvoir m'excuser, je vais comprendre que je vous ai blessé, que je vous ai fait quelque chose. Et du coup, je vais pouvoir me remettre en question. Mais il faudra me parler de votre douleur pour que je comprenne que j'ai touché là où il fallait pas que je touche. Vous voyez, donc c'est un jeu à deux. Alors après, il faut aussi qu'elle puisse entendre ça. Par exemple, au lieu de lui dire, j'aime pas quand tu t'emportes et j'aime pas quand tu contrôles tout. Et je pourrais lui dire, voilà ce que ça me fait. Ou quand encore aujourd'hui, tu hausses le ton ou tu fais ça, moi j'ai peur, ça me ramène à tel comportement. Voilà. Et voilà
et voilà une explication qui pourrait expliquer pourquoi je m'éloigne de toi. Bravo, voilà. Delphine, vous allez parler de tout ce qui se met en place chez vous quand elle dit ou elle fait ça. Et là, vous lui donnez un élément de compréhension qu'elle va ou pas, pour le coup, entendre ou comprendre et qui va permettre de réinstaurer un dialogue. Parce que juste lui dire « j'aime pas quand tu fais ça », elle se braque. J'aime pas. C'est pour ça que je lui ai jamais dit. Parce que moi, tel que je le ressentais jusqu'à présent, j'avais l'impression presque de ressentir « je n'aime pas qui tu es ». Et ça, je pouvais pas le dire à ma mère. Je pouvais pas dire. Non, puisqu'il serait. Et je sais que c'était pas vraiment. Oui. Bien sûr, oui. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas que vous aimez pas qui elle est. Le sujet, c'est que quand elle est ceci ou cela, ça vous fait souffrir, vous. Et ça vous fait peur, et ça vous met en colère, et ça génère chez vous des émotions. Et c'est ces émotions qui sont générées, si vous voulez, chez vous, par son comportement ou sa parole, qui doivent lui être dites pour que quelque chose puisse se passer entre vous, puisqu'elle puisse bouger, que vous puissiez en dialoguer. Dans un conflit, on rentre en conflit avec quelqu'un d'autre. Il faut donner, chacun doit donner à l'autre. Qu'est-ce qui fait que on est blessé, pas d'accord? Quand tu dis ça, voilà, moi j'ai peur. Si tu me dis ça, moi j'ai peur. Tu comprends? Tu m'as dit ça, alors maintenant j'ai peur de ça parce que ça me rappelle ça. Et puis ça touche ça dans mon histoire. Et puis voilà. Et puis là, je suis en colère. Voyez, donc Delphine, ça c'est un mode de alors après, bien sûr, elle en face, elle a la liberté et d'entendre ou pas ce que vous avez à lui dire et de l'accueillir. Mais pour vous, c'est important de pouvoir le dire. Oui, c'est important. Et puis c'est vrai que ce qui est important, c'est de dire ce qui vous fait souffrir, parce que dire quand tu fais ça, j'ai peur qu'il se passe telle chose, vous allez la mettre dans une situation où elle risque de monter encore dans les tours parce qu'elle va se dire ah là là, voilà, on plaque encore. Comme elle est dans un mécanisme, elle va se dire on est encore en train de me plaquer quelque chose. Donc je suis voilà, donc vous lui coincez le doigt dans la porte. Parlez-lui de ce que ça, de la façon dont ça vous fait souffrir. Ça vous fait mal. Sa hantise à elle, c'était que effectivement ses comportements nous fassent peur. Et quand on lui dit j'ai peur de toi, elle dit mais arrêtez d'avoir peur de me mettre en colère. Oui. Alors c'est le mot. Alors voyez, alors là celui-là c'est le mot tabou. C'est mal. Vous dites-lui ça fait mal. Et où ça me fait mal, et comment ça me fait mal, et pourquoi ça me fait mal. Le mot tabou, c'est la peur, là, avec votre mère, visiblement. Oui, dans le cas précis, je vous dis. Oui, c'est-à-dire que le mot peur est presque un mot déclencheur, là, dans ce que vous me racontez. Vous voyez, c'est le mot réflexe. Donc ce mot-là, c'est le mot tabou, là. Vous voyez, c'est pas la peine de partir là-dessus. Vous savez, vous connaissez le réflexe, vous la connaissez. Par contre, ce qu'elle a peut-être pas entendu, et ce qu'elle serait peut-être capable d'entendre, c'est j'ai mal. Maman, j'ai mal. Maman, ça me fait mal, là. Maman, je souffre. Maman, j'ai envie qu'on s'aime, quoi. Zut, à la fin, ça va, tout ça. J'ai envie qu'on s'aime. C'est ça mon besoin de jeune fille de 26 ans. J'ai envie qu'on se prenne dans les bras, qu'on partage un resto, qu'on passe un bon moment ensemble. Ce qui fait énormément écho, c'est de me dire j'ai envie qu'on s'aime, mais pas dans le cadre de relations que tu m'imposes. Moi, je peux pas t'aimer si je peux pas venir et m'exprimer librement. Si je me sens contrainte, tout simplement. Mon amour aussi, il est contraint dans ces cas-là. Ma communication, elle est contrainte. Et ça ne s'est pas allé en s'arrangeant. Oui, mais attention à ne pas répondre à une contrainte par une autre. Parce que là, dans ce que j'entends, c'est que je veux mettre aussi, vous voyez là, comment dire, le danger ou le risque chez vous, c'est d'aller lui mettre une contrainte contre une autre. C'est même pas le sujet finalement à la limite. Si vous lâchiez ça, le sujet il est plus dans la contrainte, il est juste dans une forme de violence entre vous, vous voyez, où ce qui doit être dit, c'est juste voilà ce dont j'ai envie, quoi. J'ai envie de quelque chose de doux, de tranquille, en écho à la souffrance que ça vous fait. Quelque chose de plus sensible, finalement, de moins réfléchi. Parce que là, il y a aussi beaucoup de réflexion. C'est très intellectuel aussi dans tout ce que vous me dites.
Voyez, si vous lâchiez un peu de sentiments, de douceur, d'émotion pour aller toucher le cœur de cette maman qui a l'air elle aussi de beaucoup raisonner. Vous raisonnez beaucoup toutes les deux, non ? Il me semble, Delphine. Si on m'écoute que moi, j'aurais tendance à dire qu'elle raisonne plus que moi, mais oui. Mais c'est bien, c'est important de se penser. Mais il y a une différence entre se réfléchir, réfléchir avec l'autre, se réfléchir dans les yeux de l'autre, dans le regard, et puis raisonner comme le hamster qui court dans sa petite roue, là, chacun dans son coin. Alors, il y a un témoignage de Charlotte qui dit Delphine, votre témoignage est extrêmement touchant car je me reconnais beaucoup. Il faut oser se confronter à sa famille. Sachez prendre votre temps et s'il faut discuter autour d'une table, n'hésitez pas à manifester votre liberté auprès de vos proches. Soyez vous-même et n'ayez aucunement peur du regard de votre famille vis-à-vis de vous. Il y a de la peur, vous croyez, Delphine, du regard de votre famille vis-à-vis de vous ? Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Ouais, c'est pas de la peur. C'est de la tristesse, non, Delphine ? Vous êtes triste ? Non, je crois pas. Non. De la colère ? En ce moment, oui. Oui. Que je m'étais pas autorisée à ressentir jusqu'à il y a quelques mois. Quoi, la colère ou la tristesse ? La colère. Et justement parce que mais aussi parce que je comprenais pas pourquoi. C'est vrai que ma machine à cerveau elle marche beaucoup, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi je ressentais ça envers ma mère et donc je savais pas non plus ce que j'avais à lui demander ou à lui dire. J'y vois. Oui, donc l'affrontement a pris plus de place que le fond. Vous êtes dans un système, il y a un système d'affrontement. Il y a eu beaucoup, pendant longtemps, au contraire du silence. Ça me glaçait, alors je parlais moins, je communiquais moins, je l'appelais moins. Elle était demandeuse. C'est dur pour moi et quand j'ai répondu à sa demande de plus de contact, au final ça a été un peu explosif, quoi. Ouais, il y a Cathy qui dit quelque chose je trouve de très juste. Elle dit l'amour n'est pas en jeu, mais les conflits vous inquiètent trop. Et c'est vrai que vous êtes chacune très tendue sur ce sujet. C'est-à-dire vous êtes tellement inquiète du conflit que vous provoquez du conflit. Vous voyez ? Et il y a sans doute quelque chose là aussi entre vous qui est quasiment un mode relationnel. Par la peur du conflit, vous créez du conflit. Elle a peur de créer du conflit. Vous avez peur de rentrer en conflit. Et votre peur du conflit crée du conflit. Donc on va lâcher ça, et puis vous allez essayer d'aller plus vers du ressenti, du sentiment et donc la douleur de ce que ça provoque, et lâcher la peur et aller vers ce qui est généré derrière. D'accord ? Ouais. Bon courage Delphine. Merci beaucoup énormément. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Merci, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Nicole. Bonsoir Sophie. Oui, avant de se quitter, vous aviez envie d'apporter un témoignage pour Alain qui nous appelait tout à l'heure et qui avait l'air vraiment pas bien notre Alain. Voilà, j'ai trouvé que d'abord à 60 ans, on ne parle pas de maison de retraite d'abord. Oui. Et puis je voulais lui dire que j'avais vécu la même situation que lui. Oui. J'avais eu des enfants qui, une fois adultes, avaient eu quelques petites difficultés. Ils avaient fait appel à maman tout naturellement. Maman avait arrondi beaucoup d'angles, avait répondu présente, et puis le temps passant... Maman est en vous, bien. Oui, est en moi, oui. Voilà. Et puis le temps passé, les demandes des petits-enfants sont arrivées, et j'ai eu l'impression, à un moment, au bout de quelques années, que j'étouffais littéralement sous des demandes tout à faites de manière tout à fait affectueuse, mais je n'avais plus de vie. J'avais l'impression que j'avais plus de vie. Alors je fournissais partout. En fait, j'avais je crois
que c'est un excès d'affection, un excès d'amour, et qu'on ne se rend pas compte qu'on donne beaucoup, on croit qu'on donne beaucoup, mais on devient encombrant aussi. Eh oui. On Bravo, devient encombrant. Nicole. Il faut que Alain pense que en voulant faire trop, on arrive vraiment à devenir peut-être un peu encombrant. Moi, j'étais très mal et je n'ai pas réalisé tout de suite ce qui arrivait. J'ai pris un peu d'antidépresseurs, trucs comme ça, puis un jour j'ai dit je veux m'en sortir, et j'ai décidé que je partais 3 semaines en maison de repos et que j'oubliais tout le monde. Et Nicole, est-ce que finalement vous avez découvert que c'est pas parce qu'on en fait un peu moins qu'on vous aime pas moins? Non, c'est ce que je voulais dire à Alain, c'est que les relations ont été après totalement différentes. Quand moi je suis revenue reposer, quand eux ils s'étaient rendus compte qu'il pouvait se passer de moi. Ouais. 3 semaines c'était rien. Oui, bien sûr. Mais ça m'a permis de retrouver mon équilibre et maintenant, enfin, je dirais pas que tout est parfait parce que rien n'est jamais parfait, mais la relation est tout aussi affectueuse et tout aussi profonde, mais je n'ai plus du tout la même sensation d'étouffement et eux non plus certainement. Eh ben oui, c'est parce que oui. Et puis je voulais dire à Alain qu'à 60 ans, on s'achète un vélo, on va boire le whisky avec les copains et qu'on va pas en maison de retraite. J'ai 77 ans, j'ai pas du tout envie d'y aller. Bah oui, vous avez bien raison, Nicole. Voilà, c'était tout. Si ça peut l'aider, s'il écoute, qu'il se remette en question un petit peu. Je crois bien, Nicole. Merci de votre beau témoignage. J'espère qu'Alain l'a entendu. Voilà. Mais merci beaucoup, Nicole, de nous avoir appelé pour finir cette émission en beauté et dans l'affection avec vous. En beauté, non, mais bonne nuit. Mais non, mais l'amour existe sous toutes ses formes. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit à vous. Il est 1h, on vous laisse. Merci d'avoir appelé.